En fait, ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est quand Karine m'a proposé de venir parler de l'écriture au-dessus, puis de l'adresse, puis j'ai dit, c'est drôle que tu me dises ça parce que c'est exactement là-dessus que je suis en train de réfléchir, de travailler dans un nouveau texte sur lequel je travaille depuis quelques mois. Donc, j'ai dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs, mais pour l'écriture, mais de venir parler avec vous puis d'essayer de réfléchir un peu sur ce travail-là qui est en cours. Donc, j'aimerais ça créer un espace entre nous aujourd'hui, un espace éphémère où essayer, demander votre aide justement pour essayer de penser quelque chose en relation. C'est-à-dire dans la relation entre quelqu'un qui voue son temps à l'écriture puis qui réfléchit aussi à ce que c'est une recherche-création, une création qui pense, puis des gens comme vous qui vouez votre temps à l'apprentissage de quelque chose, de la littérature, et à penser à la littérature, puis peut-être déjà à écrire sur de la littérature ou de la littérature d'ailleurs. Donc, je voudrais réfléchir avec vous à cette ouverture du texte à l'autre, dans ce tu ou dans ce vous. Donc, puis je voudrais dire aussi une chose sur la recherche-création. Quand je vous propose aujourd'hui de penser à un travail en cours, c'est un peu périlleux, là. C'est-à-dire que quand je dis c'est peut-être une mauvaise idée parce que l'espace où je vous convie, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est l'espace entre la pensée et l'écriture. Mais ça va nous aider à penser quelque chose de la recherche-création, justement. Parce que quand on écrit, il faut que certaines parties de soi arrêtent de penser. Il faut écrire dans la bêtise, il ne faut pas écrire dans l'intelligence. Donc, autrement dit, il ne faut pas savoir exactement ce qu'on fait pour écrire, ce qu'on est en train de faire. Pour écrire aussi avec un désir plus profond. Et pourtant, il y a quelque chose qui pense en soi, même quand on écrit dans cette bêtise-là. Donc, est-ce qu'il y a, je vous pose déjà la question, est-ce qu'il y a une pensée qui relèverait pas que de l'intelligence, qui est à l'œuvre dans l'écriture aussi? Donc, je laisse cette question-là un peu en suspens au-dessus de nos têtes. Je voudrais commencer par une citation de ce livre-là de Lisa Robertson, qui est une poète canadienne qui a écrit plusieurs livres, qui a écrit depuis plusieurs années. Je pense que c'est son livre le plus récent et qu'il y en a un autre qui va sortir bientôt qui s'appelle The Baudelaire Fractal. Ça a comme prémisse qu'elle se réveille un jour et elle a le profond sentiment d'être l'autrice de l'ensemble de l'œuvre de Baudelaire. Et en fait, c'est toute une réflexion, c'est pas du tout un roman là, sur quelqu'un qui serait dans cette situation-là, mais c'est une réflexion sur l'identité puis sur le jeu en littérature. C'est juste un paragraphe, puis vous avez la chance d'avoir la primeur de un très bon ami à moi, Jeanne Auclair, qui est traducteur et éditeur et qui est en train de travailler à une traduction de ce texte-là en français qui paraîtra au Cartanier durant la prochaine année. Donc, tantôt, j'ai dit, est-ce que tu pourrais m'envoyer quelques lignes de ta traduction pour que je puisse la citer. Donc, il voulait aussi que je vous dise que c'est très préparatoire, que c'est pas du tout final. Donc, do you sometimes at earliest waking observe yourself struggling towards a pronoun? Do you fleetingly, as if from a great distance, strain to recall who it is that breathes and turns? Do you ever wish to quit the daily comedy of transforming into the I speaker without abandoning the wilderness of sensing? The sensation isn't morbid, it is ultimately disinterested. For me, it's a familiar moment, boring and persistent and disappointing. Again, one arrives at the threshold of this particular straightening I. With a tiny wincing flourish, one enters the wearisome contracts, sets foot to planks. Daily, the humiliation is almost forgotten until it blooms again with the next waking. It is an embarrassing perception, best stoically flicked aside, left unreported. With an obscure hesitation, one steps into the day and its frame and its costume. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour avoir une impression de la langue de Robertson qui est extraordinaire et c'est un théâtre à chaque phrase. Donc, je vous cite rapidement en français dans la traduction de Jeanne Auclair. Est-ce que parfois, dès les premiers moments du réveil, vous vous observez progresser difficilement vers un prénom? Est-ce que vous vous efforcez de vous rappeler fugitivement, comme d'une grande distance, qui est là à respirer et à se retourner? Ne souhaitez-vous jamais laisser derrière vous la comédie quotidienne de la transformation en un « je » parlant,
sans pour autant quitter le territoire sauvage des sens. Une impression loin d'être morbide, désintéressée plutôt. Ce moment m'est familier. Il est aussi monotone, persistant et décevant. On arrive une fois de plus au seuil d'un « je » déterminé et cintré. Un minuscule salut grimaçant, et puis ça y est, le lourd contrat est signé. On pose le pied au sol. Chaque jour, l'humiliation vient à être presque oubliée, puis elle fleurit à nouveau au prochain réveil. C'est une sensation embarrassante qu'il vaut mieux ignorer et repousser du revers de la main. Puis on s'en extirpe à tâtons, revêtant le jour, son cadre, son costume. Donc, je vous dis un mot sur le projet. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous lire des extraits du texte sur lequel je suis en train de travailler, puis vous allez voir comment il y a quelque chose qui revient un peu à ma invention. J'ai voulu écrire un livre sur le désir d'entrer en relation, qui pour moi se joue beaucoup dans la littérature. Je voulais penser au désir, donc le désir comme force vitale, comme libido, comme force d'investissement d'objets du monde aussi. Mais je réalise que j'écris aussi sur le désir comme une force littéraire. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre en écrivant ce qui est ce désir particulier qui n'est pas tout à fait vécu sur le mode de la réalité, mais pas non plus que sur le mode du fantasme. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'investir une forme dans l'écriture pour le donner ensuite au monde. Je voudrais le penser avec vous, ça va nous aider de penser ce qui vient dans des termes psychanalytiques, avec un psychanalyste que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel de Musan, qui est assez méconnu en fait, mais qui a écrit des choses très très intéressantes sur la littérature et qui a une pratique d'écriture aussi. Un court texte qui s'appelle « Aperçu sur le processus de la création littéraire », qui part de la notion du désir pour essayer de penser justement qu'est-ce que c'est cet investissement, qui sont ces gens qui écrivent, qui en fait peut-être ont du mal à gérer leur désir et c'est pour ça qu'ils écrivent. Et l'idée c'est que ça part de la notion du désir, ça nous aide à penser, de Musan il nous aide à penser le désir comme cette espèce de surgissement qui crée un déséquilibre, qui est vécu comme dangereux par le sujet. Et c'est-à-dire que, puis ce que la psychanalyse pense, c'est qu'il y a quelque chose du surgissement du désir dans le sujet qui est comme une espèce de... C'est comme un événement traumatique, dans le sens où c'est comme si ça nous renvoie au premier temps de la vie où on était encore un moi un peu instable qui gérait les demandes du monde puis qui devait répondre avec des pulsions, tu sais, puis qui est comme dans cette espèce d'instabilité créée par l'émergence de désirs finalement, de différentes pulsions qui sont dures à réconcilier avec l'intégrité d'un moi. Donc, des pulsions se dégagent, il y a des tensions qui prennent forme dans le sujet et la réalité demande une réponse. Et en retour, les pulsions vont faire apparaître une nouvelle version de la réalité. Et c'est comme si à chaque fois qu'il y a comme un surgissement du désir, ça menace l'unité du moi et la stabilité du monde pour le sujet. Et c'est comme une espèce d'inondation énergétique, et parce que ça se pense, surtout la psychanalyse va le penser en termes d'énergie, hein. Puis quand je parle de désir, je parle pas juste de désir sexuel, la libido, c'est vraiment comme ce qui va nous faire investir le monde, donc ça peut être aussi un désir qui est pas que sexuel, c'est pas que génital, si on veut, mais c'est ce qui va faire cette espèce de circulation de l'énergie vitale, si on veut. Donc c'est vécu par le sujet comme une espèce de crue qui va peut-être le submerger, hein, qui menace de le submerger. Et c'est comme si le désir nous demande toujours trop, finalement. Et comment on règle ce conflit-là momentané? De Musan va nous dire, et pas que de Musan, mais à travers la psychanalyse, va nous dire c'est par le fantasme. Et c'est par le fantasme, on va aller élaborer, on va associer des images, des formes, on va on va mettre en scène notre désir et on va donner un sens à ce désir-là qui va recréer un ordre significatif, qui va redonner sens au monde et au moi qui est en train de faire ces élaborations-là. Mais, va demander de Musan, pourquoi cette efficacité, cette fonction du fantasme est pas suffisante pour certaines personnes? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ressentent le besoin, voire l'exigence vitale d'un acte d'écriture, alors que tant d'autres, comme il dit, se contentent de leur rêverie sans chercher à en offrir à d'autres le produit? Selon de Musan, c'est en quelque sorte un défaut de leur système d'élaboration qui met en échec la vie imaginaire. Donc, je vous le cite, « L'artiste
dispose d'une activité fantasmatique particulièrement bien développée, et en principe toujours disponible. N'étant pas à même de s'en servir efficacement pour assurer l'intégration de ses tensions et de ses conflits. Ou plutôt, son effort échoue en partie parce que, dans la situation critique où il se trouve, où il va peut-être être submergé par son désir, au lieu de rétablir, comme il cherchait à le faire, son intégrité narcissique, l'unité de son moi, ce foisonnement de fantasmes le plonge dans une nouvelle situation traumatique, situation d'impuissance. Alors, c'est comme si le monde fantasmatique, l'imaginaire fonctionne trop bien. Ou pas assez bien, ça dépend comment on le regarde, mais que cette élaboration, cette mise en forme et cette mise en scène de son désir crée toujours plus de forme. D'où la nécessité d'une opération qui va mobiliser tout autrement les forces de l'imaginaire. L'artiste est conduit à se tourner vers les autres, devant lesquels, il y a quelque chose d'une mise en scène, il décrit sa situation intérieure et trouve là une confirmation de son existence. Donc, décrire sa situation intérieure, c'est comme si l'œuvre met en scène une situation, comme veut dire de Musa, la situation au monde d'un être de désir. Comment cet être de désir se trouve dans le monde. Mais pour l'artiste, ça crée un nouveau problème parce que, et surtout pour quelqu'un qui travaille avec le langage, parce que s'exprimer, là, disons, je suis pas sûre que écrire et s'exprimer, c'est la même chose, mais mettons pour les fins de cette conversation, on va prendre pour acquis que écrire, c'est s'exprimer, disons. C'est, dit de Musa, modifier de vive force les rapports existants jusque-là entre le monde et le sujet. C'est-à-dire, c'est essayer de modifier le rapport que le sujet a avec le monde. C'est comme je souffre tellement de cette inadéquation au monde que je vais créer une mise en scène où mon désir va pouvoir s'incarner. Alors, c'est donc attaquer, il y a une certaine force d'agression dans cette modification de la réalité. Et jusqu'à un certain point, c'est annuler les autres aussi. Parce que c'est aussi, c'est comme bypasser le fait qu'il faut avoir à négocier avec le désir des autres. C'est créer un monde de toute puissance, dans un sens. Mais comment, dans ces conditions, si je suis en train d'annuler ou agresser les autres, comment obtenir d'eux la reconnaissance et l'amour dont on a besoin pour confirmer notre existence? Alors, on se trouve dans une impasse où, si je veux plaire et je veux être reconnue et aimée sans m'exprimer, ben, je renonce à moi-même. C'est stérile. Puis, c'est impensable quand écrire est tellement difficile. Ça vaut pas la peine. Et pourtant, dans le fond. Mais m'exprimer sans reconnaissance, c'est m'aliéner. C'est-à-dire que ne faire que m'exprimer sans prendre en compte le lecteur, c'est m'isoler encore plus. Et c'est envisageable, mais il faudrait, pour croire qu'on peut choisir entre les deux, il faudrait croire qu'on peut connaître et décider de son désir. C'est-à-dire que c'est son désir qui va dicter aussi où est-ce qu'on se trouve sur cette échelle. Alors, j'en viens à la fin de Musa, on va le mettre de côté, où ce qu'il va nous dire, c'est l'artiste, pour répondre à cette impasse-là, va créer une figure intérieure, donc un public intérieur, si on veut, pendant qu'il écrit, pour le moment de l'écriture, sur laquelle il va pouvoir jouer ses tensions. Alors, il va dire, cet autrui anonyme auquel on dédie l'œuvre dans le moment même où elle est conçue, n'est pas le public réel que l'œuvre devra affronter tôt ou tard. C'est une figure intérieure qui va servir à ce que le sujet puisse écrire malgré les tensions. Et moi, dans le texte auquel je travaille en ce moment, j'ai voulu écrire un texte à partir de cette figure intérieure du lecteur-lectrice, ou peut-être du destinataire, là. Mais sans que ça soit si clair que ça. Je voulais que ça soit pas clair que cette figure intérieure est pas le public réel de l'œuvre. C'est-à-dire que je voulais essayer de penser, est-ce que c'est pas le public? Est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'il y a un moyen finalement d'être en relation avec le public réel dans cette écriture, en essayant de réfléchir puis d'écrire avec cette figure intérieure-là? Et d'essayer aussi de comprendre pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette relation-là, avec une figure qui serait plus qu'une simple projection de mes tensions et conflits intérieurs. Mais en même temps, vous pourriez me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment une relation si ça reste, dans le moment de l'écriture, une projection d'une figure intérieure, justement? Alors, est-ce que c'est pas encore une annulation de l'autre, puisqu'on reste dans ma tête? Donc, j'ai besoin de votre aide pour réfléchir à ça. Donc, je vais terminer sur la lecture d'un texte dans le texte sur lequel je travaille. Donc, c'est des sections, et cette section-là s'appelle « Livre mou ». Je désire écrire un livre mou,
mais je n'y arrive pas toute seule. J'ai besoin de vous. Je ne sais pas de quoi est faite cette demande, à qui elle s'adresse, mais je crois en cette ouverture. J'ai besoin de vous pour habiter avec moi ce désir. Je ne crois pas au monde. Je n'y ai jamais cru. Mais j'oublie souvent. Je colle aux fictions que je construis autour de moi. Ces fantasmes me permettent de ne pas savoir ma propre désadhésion au monde, ce douloureux détachement. Je flotte à l'intérieur de ces fictions. Elles semblent si réelles parfois que j'oublie que par elles, je nie la réalité. J'ai besoin de vous. Ce vous aussi est mou. Vous n'avez pas encore ce qu'il faut, vous non plus. Je m'adresse peut-être à ce qui fait défaut en vous, à cette défection, à ce qui ne peut répondre à l'appel. Il n'y a d'appel intéressant que celui auquel on ne peut répondre. Notre pacte sera cette traversée, cette coulée de vous et moi. C'est là où nous nous rejoindrons. Ce glissement de vous et moi vers ce que nous ne savons pas encore, vers peut-être ce dont nous ne voulons rien savoir, un désir liquide, un désert de brouillard, où tout se met à bouger sans qu'on ne puisse distinguer ce qui nous attend, ce vers quoi nous coulons. C'est hors de votre compétence que je vous appelle, et je m'engage, voilà la seule formalité de cette aventure, je vous appelle là où moi aussi je faillis. Cela veut dire toutefois que je serai aussi ici et là dans l'erreur, que je marcherai souvent à l'ombre d'un point aveugle. C'est donc à une transformation que je vous convoque, car dans cette défection, cet espace d'absence à vous-même où je vous parle, j'appelle malgré tout votre lecture. Je vous tends la main. Je m'offre à vous. J'essaie de faire autrement. Le temps de l'exigence impossible est derrière. C'est dans une facilité cette fois que je vous parle. Je suis très près, tout près de vous. Sentez-vous comme l'exigence se ramollit? Allez-y, mettez-y du vôtre. Relâchez les épaules, cherchez là où vous crispez. Et imaginez qu'un nuage entoure cette résistance, car forcément, ça crispe quelque part, vous qui n'êtes pas habitué que ça s'adresse à vous aussi directement. Mais vous n'êtes pas seul. Des millions de bactéries, par exemple, logent dans votre corps pour vous aider à vivre. D'innombrables lectures se font en même temps que la vôtre. Vous n'avez plus à porter ce fardeau d'être si unique, si irremplaçable. Détendez-vous là-dedans, dans cette charge partagée de l'existence. Je désire pour nous ce livre mou. Nous n'avons même pas à réussir. Vous pouvez déserter à tout moment. Rien ne vous retient. Sachez que vous êtes désiré, mais pas de manière précise, mais pas pour ce que vous êtes, vous, dans la particularité. Laissez aller cette prise que vous avez sur la particularité. Relâchez un peu vos doigts, phalange par phalange, de toutes ces choses auxquelles vous tenez si ardemment. Vers quoi, à présent, investir tout ce désir? Bienvenue au désert désir. Qui m'aime, déserte. Les autres, fouillez un peu les raisons pour lesquelles vous restez et désirez me suivre. Vous avez confiance que nous vivrons quelque chose. Et vous avez raison. Surtout que cette fois, c'est décidé, je sors des gonds de ma névrose. Cette mauvaise habitude de rechercher l'insatisfaction, de préférer l'élaboration. Élaboré, je suis peut-être pas passé maître, mais certainement apprenti bien huilé. J'ai fait mes preuves, j'ai fourni les papiers, les permis, les bons visas à ce flic intérieur qui veille en d'interminables rondes. Je me suis fait virtuose, j'ai fait dans la haute voltige. Chez elle, ça vole haut. J'ai épuisé mon maigre lectorat, à commencer par moi-même, des couches et des couches d'élaboration formelle pour que l'œuvre se fasse pardonner d'être ce qu'elle est, une trahison. Bienvenue à l'ère de la facilité. Déroulez la jetée. Enroulez-vous d'une doudou bien molletonneuse. Coulez-vous dans un pouf de sucre en poudre. Cotonnez tous vos orifices. Vous n'avez besoin que de vos yeux. Indifférenciez-vous dans un habit d'intérieur informe. Glissez dans votre plus beau mot de jour. Oubliez vos organes. Et je vous promets qu'en retour, j'essaierai de secouer cette ironie latente. Secouer, encore trop dur, encore trop dans la décision. J'essaie pourtant.
de laisser mes gestes s'adoucir, d'arrondir les angles, de donner à mes gesticulations une ondulation suave et non plus ce tranchant nerveux. Je quitte le côté de la lame. Vous pouvez me faire confiance. Je suis de bonne foi et j'ai les bords qui déjà se font incertains.